bienvenue, merci d'être avec nous. Je suis très heureuse de vous présenter ce magazine de la culture et du lifestyle. Nous allons beaucoup parler d'art aujourd'hui. Nous recevons l'artiste peintre Hervé Di Rosa, l'un des fers de lance du mouvement figuratif libre dans les années 80, un peintre fort en couleurs, fort en composition. Depuis 2008, il poursuit un projet artistique sur Israël. Il vient, il s'inspire, il peint. Après 5 voyages, Hervé Di Rosa est en passe de terminer ce projet. Il est dans le Culture Mag pour nous raconter tout cela. Nous jetterons également un œil du côté du premier musée Soulage, un musée pas si noir que cela qui s'ouvre ce week-end en France. Et puis nous parlerons aussi de cinéma et de jeunesse. Le 16e festival du film étudiant démarre cette semaine, initié en 1986 par des jeunes gens de l'université de Tel Aviv. La programmation de cet événement est devenue aussi importante que dans les autres grands rendez-vous du 7e art. Les invités suivent. Cette saison, les frères Dardenne sont attendus, tout comme le réalisateur Léos Carax, le tout dans une ambiance de Jones à la cool, comme ils disent. Voilà pour le sommaire. Merci de votre fidélité. Alors, les réactions se multiplient dans le monde après l'annonce de la disparition de Maya Angelou. Cette grande figure des droits civiques, poétesse et militante infatigable de la liberté avait démarré comme chanteuse et danseuse. Elle a été cinéaste et bien sûr écrivain et poète. Cette proche de Martin Luther King s'est éteinte à 86 ans. Les réactions officielles et les tweets de condoléances se multiplient. Le président Obama, Bill Clinton, l'animatrice Oprah Winfrey et bien sûr les artistes de Mary J. Blige à Rihanna. Vous l'avez certainement entendu, Apple vient de racheter la marque de casques Beats. Ces casques sont ces fameux casques que l'on a vus entre autres sur les oreilles de l'équipe de France pendant le mondial, des casques qui se font sur les oreilles des rappeurs et des jeunes du monde entier. Beats a été confondé par le Dr Dre, ex-DJ, producteur, découvreur de talents dont Eminem et Snoop Doggy Dogg, en vendant sa société 2,2 milliards d'euros. Dr Dre deviendrait le premier rappeur milliardaire des États-Unis. Il a été également engagé par Apple. On reste chez les Jones. En Israël, les étudiants de l'université de Tel Aviv lancent cette semaine leur 16e festival du film. C'était un petit événement estudiantin en 1986. C'est devenu l'un des rendez-vous ciné incontournables pour les professionnels du monde entier. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est Jones, justement. C'est le récit de Daniel Campos avec David Gombin. Un rassemblement qui en inspirera plus d'un. Le Festival international du film étudiant de Tel Aviv est un événement rassemblant des talentueux étudiants en cinéma et des réalisateurs mondialement connus. Considéré comme l'un des plus importants festivals du film d'étudiants au monde, cette année, les invités sont de marque. En invité d'honneur, les frères Dardenne. À peine revenus de Cannes où ils étaient en compétition avec leur dernier opus 2 jours, 1 nuit, les deux frères déjà doublement récompensés par la Palme d'Or présenteront au public leur dernier long métrage à l'occasion de la soirée d'ouverture. Excusez-moi de vous demander ça, mais pour moi c'est important de le voir parce qu'il peut m'aider à pas perdre mon travail. Invité également le cinéaste français Léos Carax, bien connu pour ses films excentriques à l'instar de Holy Motors. Mais aussi le coréen Kim Ji-won, bien connu pour ses films d'action toujours un brin décalé comme Le Bon, la Brute et le Cinglé et Le Dernier Rempart avec Arnold Schwarzenegger. How are you, Sheriff? Old. Un événement réputé pour son cérémoniel réduit au plus modeste. Les étudiants étrangers sont accueillis par les camarades israéliens, favorisant ainsi les relations professionnelles et amicales. Ce rassemblement culturel propose des centaines de projections, mais également des événements ciné et des ateliers, attirant chaque année des cinéphiles curieux de rencontrer les talents du futur. Cette année, 3 compétitions distinctes, une israélienne, une internationale et même une dédiée aux lycéens. 115 films, 40 pays représentés dont les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Turquie et même l'Iran. Avis aux amateurs, le festival du film étudiant de Tel Aviv, c'est jusqu'au 7 juin. Et nous a rejoint Laetitia Loreni. Alors vous aussi, vous avez fait la Jones. Laetitia, vous avez été au concert de Justin Timberlake à Tel Aviv. La presse était mitigée ce matin. Alors la presse était peut-être mitigée. Moi, je ne le suis absolument pas du tout. Tout comme les 40 000 personnes qui étaient présentes hier soir. On est absolument conquis par JT, puisque maintenant, il faut l'appeler JT. Alors le choix des chansons était excellent. Les chorégraphies, la voix était juste pendant 2 heures de show. Alors effectivement, ce n'est pas le Stade de France. Ils n'avaient pas prévu d'ailleurs de faire
Ayarkon, quand même. Mais c'est le parc Ayarkon. Et puis, c'était assez sympathique moi qui l'ai déjà vu à Bercy en France, c'était assez sympa de le voir dans l'intimité, puisque c'était un concert très, très intimiste. Il a notamment participé à une demande en mariage hier soir. C'était un joli moment. Il y avait une des jeunes femmes dans l'audience. Je crois qu'on a d'ailleurs des images. Une des jeunes femmes dans l'audience avait une pancarte avec écrit il a dit, en parlant de son copain, il m'a dit qu'il me demanderait en mariage si on fait un selfie avec toi. Donc il est descendu de la scène, il a fait le selfie. Après, il y a eu donc la demande en mariage, voilà, que l'on voit ici du jeune homme. C'était assez émouvant. Il était à fond dedans, très très généreux, Justin, très très généreux hier soir, Justin Timberlake. Et quoi d'autre? Eh bien, quoi d'autre? C'est la polémique, puisque la polémique n'a pas été autour de ce concert, mais a été autour d'une photo que Justin Timberlake a postée dans la journée avant le concert. On sait qu'il est parti se promener à Jérusalem et qu'il est parti prier au mur des lamentations. Et alors, il a posté cette photo sur Instagram en précisant donc la ville sainte. Quelle expérience, je n'oublierai jamais ce jour. Et en hashtag, il a marqué Israël. Et alors là, les commentaires ont fusé. Commentaires anti-Israël pour certains, commentaires plutôt joyeux pour d'autres qui lui ont dit on s'en fiche de la politique, nous ce qu'on aime c'est la musique. Et il était au rendez-vous, ça c'est sûr. Merci beaucoup Laetitia. À suivre notre invité Hervé Di Rosa, ce peintre fort en gueule et en couleur, a démarré en 2008 un magnifique projet, peindre Israël. Dernière étape cette semaine, il est avec nous pour en parler. En attendant, voici les highlights, c'est l'agenda des expositions. L'exposition de mur à mur et de sol au plafond, un beau florilège du travail de l'architecte Alex Schreiber. Celui-ci se concentre sur l'attitude des gens dans leur espace de vie et sur la manière dont ceux-ci les influencent. Il a mis au point des espaces respirants grâce à une architecture donnant une illusion d'expansion et de contraction des murs. Les travaux de Schreiber sont exposés au musée d'art de Tel Aviv jusqu'au 26 juillet. Prune Nourri, une artiste française polyvalente qui présente une exposition. Terracotta d'Auteurs est composée de 108 sculptures en grandeur nature inspirées par les soldats chinois en terre cuite et en utilisant les mêmes technologies. Mais en lieu et place des soldats, elle a remplacé leurs visages par ceux de 108 jeunes femmes, soulevant la question du statut social de la femme. Une exposition à voir au Flux Laboratory à Zurich jusqu'au 11 juillet. À Paris, le chanteur-producteur Pharrell Williams vient d'inaugurer une exposition Girls à la Galerie Perrotin. Au programme 48 œuvres célébrant la femme et la féminité. À voir jusqu'au 25 juin. Chut. On retrouve Hervé Di Rosa, déjà bavard. On fait d'abord un petit tour direction Rodez en France. Le premier musée consacré à Pierre Soulages est inauguré ce week-end. C'est un magnifique bâtiment tout en épure qui propose quelques 250 œuvres données par Pierre Soulages. Celui qu'on appelle le maître du noir à 94 ans. Il est l'un des plus grands artistes abstraits contemporains. Il travaille inlassablement la lumière réfléchie sur le noir. On l'écoute. Les gens qui me connaissent peu, qui voient mes toiles, il faut leur demander de le regarder avec les yeux et non pas avec ce qu'ils ont dans la tête. Parce que ce qu'ils ont dans la tête, ils disent « ah, c'est noir ». Mais si regardez les yeux, ils s'aperçoivent que ce n'est pas noir. Et que c'est tout autre chose. Voilà, Hervé Di Rosa, une réaction déjà à ce musée. Pierre Soulages, vous le connaissez? Oui, depuis longtemps, puisque Pierre Soulages est en partie c'est toi, puisqu'il habite la moitié de l'année à 7, donc je l'ai connu. Ça a été un des premiers artistes très connu qui m'est invité chez lui quand j'avais 20 ans. Et puis d'autre part, le directeur du musée, c'est Benoît Docron qui a organisé ma rétrospective au musée Salon d'Olonne en 2006. Alors on est très content de vous avoir sur le plateau du Culture Mag pour plein de raisons. Alors je vais vous présenter assez vite Hervé Di Rosa, l'une des stars du mouvement Figuration Libre des années 80 avec Keith Haring, Kenny Sharp, des inspirations BD, graffiti, street art, vous me dites si je me trompe. Vous aimez la figuration, vous aimez les couleurs, la vie et surtout vous aimez les autres cultures. Alors vous avez fait plusieurs fois, enfin pas plusieurs fois, vous avez fait le tour du monde, vous avez beaucoup voyagé et là vous terminez un grand projet qui a été initié en 2007, un projet sur Israël. Vous êtes venu plusieurs fois, vous le terminez. Qu'est-ce qui a initié ce projet-là ? Alors ça, c'est un projet qui rentre dans un projet plus global, the bigger picture. Là. C'est à la fin des années 80, je m'ennuie un peu dans mon atelier, il y a des trucs qui ne vont pas, et je pense que l'image, l'objet, la peinture, la sculpture a une puissance
importante. Et donc, je vais à la rencontre de ces images, de ces objets, ailleurs que chez moi, parce que j'avais beaucoup voyagé en Europe et aux États-Unis pour mes Quand expositions. vous dites chez moi, c'est la région ou c'est la France? Non, c'est l'Europe, les États-Unis, les pays occidentaux, où il y a des galeries, des musées où je pouvais exposer. Et puis, il y avait des continents entiers, comme l'Afrique, l'Amérique latine, que je voulais découvrir. Et comme je déteste le tourisme, j'ai trouvé une espèce d'alibi qui était d'aller là-bas et de travailler, de déplacer mon atelier, de faire un atelier nomade. Et j'en étais à la 16e ou 17e étape. Et quand la commissaire d'exposition et productrice Françoise Dansbaum me propose, mais tu es jamais allé en Israël. Alors c'est vrai que ça m'était jamais passé par la tête. Et puis on entend en Europe, on entend tellement d'informations contradictoires qui paraissent souvent terribles et tout ça, que c'est vrai que c'était pas sur Israël, ça m'était pas passé par la tête. Et donc j'ai accepté l'invitation. Et là, j'ai eu un vrai choc. J'ai été séduit. Tout ce qu'on m'avait raconté, c'était pas vrai. Alors, et j'ai eu envie justement d'essayer de comprendre. Justement, qu'est-ce que vous avez compris? Là, pendant que vous parlez, on voit des images. Là, on vous voit peindre à Arad. C'est l'un de vos voyages en Israël. Qu'est-ce que vous avez retenu du pays et pourquoi il se termine maintenant? Je suis en train de terminer. On est en train de terminer. C'est-à-dire que, comme d'habitude, les étapes sont très différentes. Parfois, j'habite 3-4 ans dans un pays et je travaille. Parfois, je fais des allers-retours sans cesse. Là, chaque année, depuis 6 ans, 7 ans, je me prends 15 jours. Françoise Dansbaum m'installe un atelier, que ce soit à Arad, que ce soit à Tel Aviv, et je travaille là. Et au fur et à mesure... Alors, j'ai pas voulu non plus aussi prendre cette alibi de technique, d'artisanat bien spécifique, puisqu'on s'aperçoit qu'en Israël, les gens viennent du monde entier. On a toutes les techniques à sa disposition. Il y a des gens qui viennent d'Ouzbékistan, d'Argentine, d'Afrique, de partout. Et c'est assez exceptionnel. Donc, j'ai eu envie, mais ici, je me suis aperçu que les images étaient plus importantes qu'ailleurs, avaient plus de force qu'ailleurs, et que le moindre mot, la moindre image pouvait être interprétée de 1000 manières, et parfois de manière qui pose ambiguë et qui pose problème. Alors, justement, Hervé Di Rosa, David Gombin, qui a préparé ce sujet, a été vous filmer dans votre atelier à Tel Aviv. Qu'est-ce que vous allez retenir? Quelles sont les images qu'on va voir? Et où est-ce on va voir tout. En fait, finalement, je me suis intéressé aussi bien à la culture, à l'histoire d'Israël, à la culture classique. J'ai fait de nombreux voyages à Jérusalem, par exemple. Je suis rentré par Israël, en fait, par le désert, finalement, comme les tribus. J'ai commencé à peindre le désert. Françoise Dansbaum m'avait pris cet atelier en plein milieu du désert du Negev, en face à la mer Morte. Et là, c'est vrai que ça a été une illumination, quoi. J'avais jamais travaillé de cette manière-là. Et puis surtout, j'ai appris aussi, ce qui m'a intéressé, c'est la complexité du pays, la complexité des gens. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on m'avait raconté, avec tout ce que j'avais entendu, avec toutes les idées reçues que j'avais. Une espèce de bouillonnement, d'énergie que j'ai essayé de retranscrire dans ces images. Parce que ce projet, en fait, quand je fabrique des appliqués au Bénin ou quand je fais des arbres de vie en terre cuite au Mexique, l'œuvre est importante, mais c'est un peu les scories du vrai travail. Le vrai travail, c'est d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer d'avoir un vrai échange. On a un vrai problème aujourd'hui, c'est ce problème avec l'autre, avec l'étranger, avec celui qui est loin. Alors, plus on est prêt avec les moyens de communication, plus l'autre nous sent loin. Et ici, cette problématique est d'autant plus juste, j'ai l'impression. Est-ce que le fait d'être non-juif, ça a changé quelque chose? Certainement, parce que je n'ai pas été élevé dans une tradition, je n'ai pas été élevé, qu'elle soit culturelle ou culturelle d'ailleurs, parce que j'ai plein d'amis juifs qui n'ont aucune pratique du culte, mais qui ont quand même une connaissance de cette histoire et tout ça. Je voudrais qu'on revienne sur les images par rapport à vos travaux dans les années 80, elles sont très, très colorées, très vives. En voyant les images tournées par David Gombin, on a l'impression que ça s'est un peu adouci. Oui, parce que c'était aussi la technique. J'ai choisi une technique finalement dans un pays lourd de sens. J'ai choisi une technique très légère qui est l'aquarelle. Et d'autre part, comme c'était vraiment un vrai atelier nomade, parce que d'habitude je m'installe quelque part pour 4 ans, donc je peux développer des grosses structures. Là, on allait d'un endroit à un autre, donc il fallait que je puisse... Parce que l'aquarelle c'est léger, alors qu'on est dans un pays fort. Voilà, c'est ça qui m'intéressait, cette espèce de dichotomie, cette contradiction. Et finalement aussi, j'ai pu arriver au fur et à mesure à travailler les paysages. J'ai fait le paysage m'intéresse beaucoup, et l'architecture aussi m'intéresse beaucoup. J'avais beaucoup travaillé sur l'architecture aux États-Unis. Et là, l'architecture, alors c'est vrai, je suis arrivé par le désert comme une tabula rasa de tout ce que j'avais fait avant, pour essayer de construire autre chose. Et après, j'ai construit, ça peut être les immeubles de Tel Aviv, ça peut être les constructions militaires aussi qui m'intéressent, parce que c'est une réalité, et que ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est des structures très particulières. On n'a plus beaucoup de temps. On verra tout cela à Paris, à la galerie Keza qui vous représente? Oui, je ne sais pas quand on le verra, mais en tout cas, quand ce sera fait, vous le saurez. Dernière question, on parlait du musée Soulages tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous fait, vous êtes né à Sète et qui avez, entre autres, initié le musée des Arts Modestes, en très peu de mots, une espèce de grandeur de musée à côté du... Le musée des Arts Modestes,
Modeste le qui a MIAM. été créé, le MIAM, le Musée international des arts modestes, a été créé il y a 15 ans, j'en suis le président, et c'est un musée très spécial parce que ce n'était pas un musée sur mon œuvre, mais c'est un musée pour étudier les rapports entre les cultures populaires et les cultures savantes. Je trouve que ça manquait en France, où on a beaucoup de centres d'art, de musées, tout ça, et ça j'en suis très fier. En gros Mais il fallait moyen. il fallait un endroit où on puisse faire dialoguer ces cultures populaires et l'art contemporain. Est-ce que c'est encore, en anglais on dit relevant, logique, cet antagonisme, on parlait de Soulages entre l'abstrait et le figuratif? Est-ce C'est que comme, est-ce qu'on voit tout maintenant entre art et modeste, c'est complètement contradictoire. C'est vrai qu'on est allé au-delà, l'abstrait c'était les années 50, puis il y a surtout eu l'art conceptuel des années 60. Et aujourd'hui on arrive à un début de siècle où finalement on a tout, il n'y a plus de grands mouvements comme il y avait jusqu'à il y a très peu de temps. Si, il y a un mouvement de l'argent. Ça, je préfère pas qu'on en parle parce que c'est très compliqué. Oui, et c'est plutôt qu'il nous resterait peu de temps. Non, et c'est vrai Mais c'est vrai qu'il y a plus d'écoles, on va qu'on dire. parle beaucoup plus malheureusement de l'art contemporain par rapport au prix, par rapport au Ok. marché, que par rapport aux vraies réalités, aux vrais créateurs. Vous allez revenir nous en parler. Merci beaucoup Hervé Merci à vous, Di-Rosa. Voilà, merci d'avoir été avec nous sur le Culture Mag. On se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Merci.